Mes frères, mes sœurs, bienvenue. Juillet 2023, Niamey. Il est 6 heures du matin et la garde présidentielle encercle le palais. Le chef d'État est arrêté chez lui dans sa propre résidence. Quelques heures suffisent. Les chaînes nationales diffusent la proclamation d'un conseil militaire. Et parmi les premières décisions annoncées, une seule frappe par sa clarté brutale, par sa charge symbolique, l'armée française est priée poliment, mais fermement, de quitter le territoire nigérien. En quelques mois, tout s'effondre côté Paris. D'abord le déni, puis les menaces, puis la tempête diplomatique, puis la quête d'appui. Et finalement, décembre 2023, 5 mois après le... Mes frères, mes sœurs, bienvenue. Juillet 2023, Niamey. Il est 6 heures du matin et la garde présidentielle encercle le palais. Le chef d'État est arrêté chez lui dans sa propre résidence. Quelques heures suffisent. Les chaînes nationales diffusent la proclamation d'un conseil militaire. Et parmi les premières décisions annoncées, une seule frappe par sa clarté brutale, par sa charge symbolique, l'armée française est priée poliment, mais fermement, de quitter le territoire nigérien. En quelques mois, tout s'effondre côté Paris. D'abord le déni, puis les menaces, puis la tempête diplomatique, puis la quête d'appui. Et finalement, décembre 2023, 5 mois après le coup, Paris part. Le dernier soldat embarque. L'ambassade à Niamey ferme. La base aérienne est cédée. Fin officielle d'un demi-siècle de présence militaire française au Sahel. Les télévisions françaises déroute humiliante. Les médias africains, libération historique. Même événement, deux récits opposés. Et dans les chancelleries du monde entier, une seule question s'impose. Qui va remplir ce vide? Les analystes occidentaux regardent immédiatement vers Wagner, vers Pékin, vers Washington. Ils font des reportages sur les mercenaires russes, s'interrogent sur les ambitions chinoises, spéculent sur un retour américain. Et dans cette frénésie d'explications, personne ou presque ne pose la question évidente. La question géographique, la question logique, celle que n'importe qui avec une carte du Sahel sous les yeux devrait poser en premier. Quel est l'acteur régional qui partage des milliers de kilomètres de frontières avec le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Libye, la Tunisie et le Maroc? Quel est le pays dont la capitale se trouve à moins de 400 km des zones de conflit sahéliennes? Quelle est la puissance militaire la plus importante du continent africain? Quelle est la diplomatie la plus aguerrie, la plus ancienne, la plus enracinée dans la culture sahélienne? L'Algérie. Toujours l'Algérie. Et cette vidéo, elle existe pour une seule raison: dire ce que personne dans les médias grand public n'ose dire. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, raconter comment l'Algérie, en silence, avec méthode, avec patience, est en train d'accomplir exactement ce que tout observateur honnête aurait prédit. Il suffisait de regarder une carte. Elle devient la puissance structurante du Sahel, la puissance que cette région attend depuis des décennies, celle que la France, dans son aveuglement néocolonial, a tout fait pour empêcher d'émerger. Restez avec moi. Partie 1. Pourquoi l'Algérie est la puissance naturelle du Sahel? 60 ans d'histoire. Voilà ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Sahel. Oubliez le récit médiatique qui commence en 2023, c'est de la paresse intellectuelle. Remontez bien plus loin. Parce que la relation entre l'Algérie et ses voisins sahéliens, ce n'est pas une construction récente. C'est le produit de siècles d'histoire commune que les frontières coloniales ont tenté d'effacer, sans jamais vraiment y parvenir. Les Touaregs algériens de Tamanrasset, d'Ilizi, de Djané, et les Touaregs maliens de Kidal, Gao, Tombouctou, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des cousins, souvent au sens littéral et biologique du terme. Les mariages intersahariens traversent les frontières depuis des siècles. Les routes caravanières entre le Hogar et l'Adrar des Ifoghas, plus de 1000 ans d'existence. Les échanges commerciaux, les traditions culturelles, les solidarités tribales, tout ça ne respecte pas les lignes tracées au cordeau par des administrations coloniales qui ne connaissaient pas le terrain. Cette mémoire-là, on ne l'efface pas. Elle explique tout. Elle explique pourquoi depuis 1962, l'Algérie n'a jamais considéré le Sahel comme un dossier extérieur. C'est une question existentielle de sécurité nationale, pure et dure, pas une affaire d'idéalisme ou d'opportunisme géopolitique. La leçon la plus brutale, les années 90, la décennie noire.
Ce moment tragique où des dizaines de milliers d'Algériens ont perdu la vie dans une guerre civile d'une violence absolue. Et pendant ce temps-là, les groupes armés terroristes qui ravageaient le territoire algérien trouvaient quoi? Des refuges, de l'approvisionnement, du soutien logistique. Où ça? Dans le nord du Mali, avec la complicité passive d'un État malien trop faible pour contrôler ses propres territoires septentrionaux. Des camps d'entraînement planqués dans le Sahara, des routes de ravitaillement qui traversaient une frontière impossible à surveiller, des réseaux de financement et de recrutement opérant librement dans la zone grise entre les deux États. Voilà ce que ça a gravé dans la doctrine sécuritaire algérienne. Une vérité simple, irréfutable. La paix en Algérie dépend directement de la paix au Sahel. C'est pas une métaphore, c'est pas de la rhétorique, c'est une réalité opérationnelle confirmée par les faits, payée en sang. Et c'est exactement cette doctrine-là qui a conduit l'Algérie à jouer un rôle central dans l'accord de paix d'Alger de juin 2015. Un accord entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord, médiés par Alger. Résultat, plusieurs années de stabilité relative dans la région de Kidal. Imparfait, oui. Contesté, absolument. Fragile, sans aucun doute, mais réel. Et surtout, il prouvait une chose. Quand la diplomatie algérienne s'investit vraiment dans un dossier, elle produit des résultats, là où les autres ont échoué. Avant de parler de l'Algérie, il faut parler de l'échec. Parce que c'est l'échec français qui a tout rendu possible. Janvier 2013, la France lance l'opération Serval au Mali. Officiellement, stopper une colonne de djihadistes qui fonçaient sur Bamako. Officieusement, reconquérir militairement une zone que Paris a toujours considérée comme sa chasse gardée, une présence qui s'était effilochée année après année, jusqu'à devenir presque symbolique. Et là, coup de chance, ça marche. Les colonnes sont stoppées, Bamako ne tombe pas. François Hollande défile en triomphateur sous les acclamations de la foule malienne. Les images font le tour du monde. Succès total, disent les médias. Sauf que non. Parce qu'un succès tactique sans stratégie de long terme, c'est juste un problème qu'on reporte. La France ne savait pas quoi faire de la stabilisation. Elle ne comprenait pas les dynamiques locales. Elle choisissait ses alliés selon ses intérêts, pas selon les réalités du terrain. Et elle reproduisait mécaniquement les réflexes paternels. Mes frères, mes sœurs, bienvenue. Juillet 2023, Niamey. Il est 6 heures du matin et la garde présidentielle encercle le palais. Le chef d'État est arrêté chez lui dans sa propre résidence. Quelques heures suffisent. Les chaînes nationales diffusent la proclamation d'un conseil militaire. Et parmi les premières décisions annoncées, une seule frappe par sa clarté brutale, par sa charge symbolique, l'armée française est priée poliment, mais fermement, de quitter le territoire nigérien. En quelques mois, tout s'effondre côté Paris. D'abord le déni, puis les menaces, puis la tempête diplomatique, puis la quête d'appui. Et finalement, décembre 2023, 5 mois après le coup, Paris part. Le dernier soldat embarque. L'ambassade à Niamey ferme. La base aérienne est cédée. Fin officielle d'un demi-siècle de présence militaire. Mes frères, mes sœurs, bienvenue. Juillet 2023, Niamey. Il est 6 heures du matin et la garde présidentielle encercle le palais. Le chef d'État est arrêté chez lui dans sa propre résidence. Quelques heures suffisent. Les chaînes nationales diffusent la proclamation d'un conseil militaire. Et parmi les premières décisions annoncées, une seule frappe par sa clarté brutale, par sa charge symbolique, l'armée française est priée poliment, mais fermement, de quitter le territoire nigérien. En quelques mois, tout s'effondre côté Paris. D'abord le déni, puis les menaces, puis la tempête diplomatique, puis la quête d'appui. Et finalement, décembre 2023, 5 mois après le coup, Paris part. Le dernier soldat embarque. L'ambassade à Niamey ferme. La base aérienne est cédée. Fin officielle d'un demi-siècle de présence militaire française au Sahel. Les télévisions françaises déroute humiliante. Les médias africains, libération historique. Même événement, 2 récits opposés. Et dans les chancelleries du monde entier, une seule question s'impose, qui va remplir ce vide. Les analystes occidentaux regardent immédiatement vers Wagner, vers Pékin, vers Washington. Ils font des reportages sur les mercenaires russes, s'interrogent sur les ambitions chinoises, spéculent sur un retour américain. Et dans cette frénésie d'explications, personne ou presque ne pose la question évidente. La question géographique,
La question logique, celle que n'importe qui avec une carte du Sahel sous les yeux devrait poser en premier. Quel est l'acteur régional qui partage des milliers de kilomètres de frontières avec le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Libye, la Tunisie et le Maroc? Quel est le pays dont la capitale se trouve à moins de 400 kilomètres des zones de conflit sahéliennes? Quelle est la puissance militaire la plus importante du continent africain? Quelle est la diplomatie la plus aguerrie, la plus ancienne, la plus enracinée dans la culture sahélienne? L'Algérie. Toujours l'Algérie. Et cette vidéo, elle existe pour une seule raison: dire ce que personne dans les médias grand public n'ose dire. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, raconter comment l'Algérie, en silence, avec méthode, avec patience, est en train d'accomplir exactement ce que tout observateur honnête aurait prédit. Il suffisait de regarder une carte. Elle devient la puissance structurante du Sahel, la puissance que cette région attend depuis des décennies, celle que la France, dans son aveuglement néocolonial, a tout fait pour empêcher d'émerger. Restez avec moi. Partie 1. Pourquoi l'Algérie est la puissance naturelle du Sahel? 60 ans d'histoire. Voilà ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Sahel. Oubliez le récit médiatique qui commence en 2023, c'est de la paresse intellectuelle. Remontez bien plus loin. Parce que la relation entre l'Algérie et ses voisins sahéliens, ce n'est pas une construction récente. C'est le produit de siècles d'histoire commune que les frontières coloniales ont tenté d'effacer, sans jamais vraiment y parvenir. Les Touaregs algériens de Tamanrasset, d'Ilizi, de Djané, et les Touaregs maliens de Kidal, Gao, Tombouctou, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des cousins, souvent au sens littéral et biologique du terme. Les mariages intersahariens traversent les frontières depuis des siècles. Les routes caravanières entre le Hogar et l'Adrar des Ifoghas, plus de 1000 ans d'existence. Les échanges commerciaux, les traditions culturelles, les solidarités tribales. Tout ça ne respecte pas les lignes tracées au cordeau par des administrations coloniales qui ne connaissaient pas le terrain. Cette mémoire-là, on ne l'efface pas. Elle explique tout. Elle explique pourquoi depuis 1962, l'Algérie n'a jamais considéré le Sahel comme un dossier extérieur. C'est une question existentielle de sécurité nationale, pure et dure, pas une affaire d'idéalisme ou d'opportunisme géopolitique. La leçon la plus brutale, les années 90. La décennie noire. Ce moment tragique où des dizaines de milliers d'Algériens ont perdu la vie dans une guerre civile d'une violence absolue. Et pendant ce temps-là, les groupes armés terroristes qui ravageaient le territoire algérien trouvaient quoi? Des refuges, de l'approvisionnement, du soutien logistique. Où ça? Dans le nord du Mali, avec la complicité passive d'un État malien trop faible pour contrôler ses propres territoires septentrionaux. Des camps d'entraînement planqués dans le Sahara, des routes de ravitaillement qui traversaient une frontière impossible à surveiller, des réseaux de financement et de recrutement opérant librement dans la zone grise entre les deux États. Voilà ce que ça a gravé dans la doctrine sécuritaire algérienne. Une vérité simple, irréfutable. La paix en Algérie dépend directement de la paix au Sahel. C'est pas une métaphore, c'est pas de la rhétorique, c'est une réalité opérationnelle confirmée par les faits, payé en sang. Mes frères, mes sœurs, bienvenue. Juillet 2023, Niamey. Il est 6 heures du matin et la garde présidentielle encercle le palais. Le chef d'État est arrêté chez lui dans sa propre résidence. Quelques heures suffisent. Les chaînes nationales diffusent la proclamation d'un conseil militaire. Et parmi les premières décisions annoncées, une seule frappe par sa clarté brutale, par sa charge symbolique, l'armée française est priée poliment, mais fermement, de quitter le territoire nigérien. En quelques mois, tout s'effondre côté Paris. D'abord le déni, puis les menaces, puis la tempête diplomatique, puis la quête d'appui. Et finalement, décembre 2023, 5 mois après le coup, Paris part. Le dernier soldat embarque. L'ambassade à Niamey ferme. La base aérienne est cédée. Fin officielle d'un demi-siècle de présence militaire. Mes frères, mes sœurs, bienvenue. Juillet 2023, Niamey. Il est 6 heures du matin et la garde présidentielle encercle le palais. Le chef d'État est arrêté chez lui dans sa propre résidence. Quelques heures suffisent. Les chaînes nationales diffusent la proclamation d'un conseil militaire. Et parmi les premières décisions annoncées, une seule frappe par sa clarté brutale, par sa charge symbolique,
l'armée française est priée poliment, mais fermement, de quitter le territoire nigérien. En quelques mois, tout s'effondre côté Paris. D'abord le déni, puis les menaces, puis la tempête diplomatique, puis la quête d'appui. Et finalement, décembre 2023, 5 mois après le coup, Paris part. Le dernier soldat embarque. L'ambassade à Niamey ferme. La base aérienne est cédée. Fin officielle d'un demi-siècle de présence militaire française au Sahel. Les télévisions françaises déroute humiliante. Les médias africains, libération historique. Même événement, deux récits opposés. Et dans les chancelleries du monde entier, une seule question s'impose. Qui va remplir ce vide? Les analystes occidentaux regardent immédiatement vers Wagner, vers Pékin, vers Washington. Ils font des reportages sur les mercenaires russes, s'interrogent sur les ambitions chinoises, spéculent sur un retour américain. Et dans cette frénésie d'explications, personne ou presque ne pose la question évidente. La question géographique, la question logique, celle que n'importe qui avec une carte du Sahel sous les yeux devrait poser en premier. Quel est l'acteur régional qui partage des milliers de kilomètres de frontières avec le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Libye, la Tunisie et le Maroc? Quel est le pays dont la capitale se trouve à moins de 400 km des zones de conflit sahéliennes? Quelle est la puissance militaire la plus importante du continent africain? Quelle est la diplomatie la plus aguerrie, la plus ancienne, la plus enracinée dans la culture sahélienne? L'Algérie. Toujours l'Algérie. Et cette vidéo, elle existe pour une seule raison. Dire ce que personne dans les médias grand public n'ose dire. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Raconter comment l'Algérie, en silence, avec méthode, avec patience, est en train d'accomplir exactement ce que tout observateur honnête aurait prédit. Il suffisait de regarder une carte. Elle devient la puissance structurante du Sahel. La puissance que cette région attend depuis des décennies. Celle que la France, dans son aveuglement néocolonial, a tout fait pour empêcher d'émerger. Restez avec moi. Partie 1. Pourquoi l'Algérie est la puissance naturelle du Sahel? 60 ans d'histoire. Voilà ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Sahel. Oubliez le récit médiatique qui commence en 2023, c'est de la paresse intellectuelle. Remontez bien plus loin. Parce que la relation entre l'Algérie et ses voisins sahéliens, ce n'est pas une construction récente. C'est le produit de siècles d'histoire commune que les frontières coloniales ont tenté d'effacer, sans jamais vraiment y parvenir. Les Touaregs algériens de Tamanrasset, d'Ilizi, de Djané, et les Touaregs maliens de Kidal, Gao, Tombouctou, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des cousins, souvent au sens littéral et biologique du terme. Les mariages intersahariens traversent les frontières depuis des siècles. Les routes caravanières entre le Hogar et l'Adrar des Ifoghas, plus de 1000 ans d'existence. Les échanges commerciaux, les traditions culturelles, les solidarités tribales. Tout ça ne respecte pas les lignes tracées au cordeau par des administrations coloniales qui ne connaissaient pas le terrain. Cette mémoire-là, on ne l'efface pas. Elle explique tout. Elle explique pourquoi depuis 1962, l'Algérie n'a jamais considéré le Sahel comme un dossier extérieur. C'est une question existentielle de sécurité nationale, pure et dure, pas une affaire d'idéalisme ou d'opportunisme géopolitique. La leçon la plus brutale, les années 90, la décennie noire. Ce moment tragique où des dizaines de milliers d'Algériens ont perdu la vie dans une guerre civile d'une violence absolue. Et pendant ce temps-là, les groupes armés terroristes qui ravageaient le territoire algérien trouvaient quoi? Des refuges, de l'approvisionnement, du soutien logistique. Où ça? Dans le nord du Mali, avec la complicité passive d'un État malien trop faible pour contrôler ses propres territoires septentrionaux. Des camps d'entraînement planqués dans le Sahara, des routes de ravitaillement qui traversaient une frontière impossible à surveiller, des réseaux de financement et de recrutement opérant librement dans la zone grise entre les deux États. Voilà ce que ça a gravé dans la doctrine sécuritaire algérienne. Une vérité simple, irréfutable. La paix en Algérie dépend directement de la paix au Sahel. C'est pas une métaphore, c'est pas de la rhétorique, c'est une réalité opérationnelle confirmée par les faits, payée en sang. Et c'est exactement cette doctrine-là qui a conduit l'Algérie à jouer un rôle central dans l'accord de paix d'Alger de juin 2015. Un accord entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord, médié par Alger. Résultat,
Plusieurs années de stabilité relative dans la région de Kidal. Imparfait, oui. Contesté, absolument. Fragile, sans aucun doute, mais réel. Et surtout, il prouvait une chose. Quand la diplomatie algérienne s'investit vraiment dans un dossier, elle produit des résultats, là où les autres ont échoué. Avant de parler de l'Algérie, il faut parler de l'échec. Parce que c'est l'échec français qui a tout rendu possible. Janvier 2013, la France lance l'opération Serval au Mali. Officiellement, stopper une colonne de djihadistes qui fonçait sur Bamako. Officieusement, reconquérir militairement une zone que Paris a toujours considérée comme sa chasse gardée, une présence qui s'était effilochée année après année, jusqu'à devenir presque symbolique. Et là, coup de chance, ça marche. Les colonnes sont stoppées, Bamako ne tombe pas. François Hollande défile en triomphateur sous les acclamations de la foule malienne. Les images font le tour du monde. Succès total, disent les médias. Sauf que non. Parce qu'un succès tactique sans stratégie de long terme, c'est juste un problème qu'on reporte. La France ne savait pas quoi faire de la stabilisation. Elle ne comprenait pas les dynamiques locales. Elle choisissait ses alliés selon ses intérêts, pas selon les réalités du terrain. Et elle reproduisait mécaniquement les réflexes paternalistes qui ont empoisonné ses relations africaines depuis les indépendances. Août 2014, Serval devient Barkhane. 5 pays, 5200 soldats, 1 milliard d'euros par an. Une ambition officiellement présentée comme la construction d'une architecture de sécurité sahélienne durable. Le projet le plus ambitieux de la France en Afrique depuis des décennies. Et pendant tout ce temps, l'Algérie, elle regarde. Elle refuse de participer à Barkhane. Elle refuse les bases. Elle refuse les survols militaires. Elle refuse tout accord opérationnel avec Paris sur le Sahel. Zéro, niet, walou. À Paris, on interprète ça comme de la frilosité, un manque de courage stratégique, une incapacité à assumer des responsabilités régionales. Erreur colossale. Les Algériens ne refusent pas par faiblesse. Ils refusent parce qu'ils ont une lecture du Sahel que les Français n'ont tout simplement pas. Ils savent, et l'histoire leur a donné raison, que l'interventionnisme militaire sans légitimité locale finit toujours par générer son propre rejet. Alors ils attendent, méthodiquement, patiemment, en construisant lien après lien les relations bilatérales qui leur permettront d'agir le moment venu, selon leurs propres termes, pas selon ceux de Paris. Entre 2021 et 2023, l'Afrique du Sahel envoie un message sans équivoque à Paris. 3 coups d'État, 3 ruptures. Le Mali d'abord, août 2020, confirmé en mai 2021. Le Burkina Faso ensuite, janvier puis septembre 2022. Le Niger enfin, juillet 2023. Et en septembre 2023, ces 3 pays ne se contentent plus de rompre individuellement, ils formalisent leur alliance. La charte de l'Iptako-Gourma, l'alliance des États du Sahel. Un bloc politique et militaire qui tourne le dos à Paris et à la CEDEAO en même temps. Le vide est immense. Et l'Algérie est là. Ce qui est fascinant dans la stratégie algérienne depuis ce moment-là, c'est qu'elle ne ressemble à rien de ce qu'on attendrait d'une puissance régionale, en train de saisir une opportunité historique. Pas de conférence de presse triomphante, pas de déploiement militaire spectaculaire, pas de grandes déclarations sur le leadership algérien en Afrique. Rien de tout ça. À la place, une succession d'actions concrètes, négociées en bilatéral, construisant patiemment une architecture d'influence que personne ne voit venir, et c'est exactement le but. Premier mouvement, Alger écoute. Dans les semaines qui suivent le coup d'État au Niger, des émissaires des nouveaux dirigeants militaires sahéliens arrivent discrètement à Alger. Visite non officielle, aucun communiqué, aucune photo, des avions qui atterrissent la nuit qui repartent quelques jours après. Alger écoute, Alger évalue, Alger ne juge pas. Deuxième mouvement, Alger légitimise. Janvier 2024, le président Tebboune reçoit à Alger le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie nigérien, pour sa première visite d'État étrangère depuis le coup. Réfléchissez une seconde à ce que ça signifie. Quand un État accueille officiellement le dirigeant que la quasi-totalité de la communauté internationale refuse de reconnaître, il envoie un message qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Nous ne vous abandonnons pas. Nous vous traitons en souverain. Nous respectons votre droit à choisir votre propre voie.
Et cette visite ne se termine pas avec une simple poignée de main. Elle débouche sur un accord cadre de coopération sécuritaire et énergétique, avec deux clauses qui méritent qu'on s'y attarde. L'Algérie s'engage à fournir du carburant au Niger à prix préférentiel pendant toute la durée des sanctions de la CEDEAO. En retour, le Niger autorise le transit du futur gazoduc transsaharien sur son territoire à des conditions financières concessionnelles. Gagnant, gagnant. Alliance scellée. Architecture posée. Troisième mouvement algérien. Et celui-là, franchement, il change tout. Avril 2024. Tebboune reçoit Ibrahim Traoré, le capitaine de la junte burkinabé. Et ce qui sort de cette réunion, c'est un accord de coopération militaire complet, formation d'officiers burkinabés dans les académies algériennes, livraison de matériel léger, reconstruction partielle de l'Académie militaire nationale burkinabé, détruite lors d'une attaque terroriste. En échange, presque rien. Juste un peu de soutien diplomatique dans les instances africaines sur quelques dossiers sensibles. C'est tout. Maintenant, regardez ces trois mouvements ensemble. Ce qui frappe, c'est qu'ils obéissent tous à la même logique. L'Algérie ne copie pas le modèle français. Pas de base militaire, pas de conditions humiliantes, pas d'ingérence politique déguisée en partenariat. Elle identifie ce dont ces pays ont concrètement besoin, du carburant des équipements, de la formation, de la reconnaissance diplomatique, et elle livre. Ce qu'elle construit en retour, c'est une architecture d'influence fondée sur la réciprocité réelle, pas sur la dépendance. Maintenant, oubliez les communiqués officiels. Regardez les faits. Depuis le retrait des troupes françaises du Sahel, pas un seul groupe djihadiste majeur n'a réussi à s'installer durablement dans la bande frontalière algéro-malienne. Cette zone de 450 km de profondeur est couverte en continu par des drones et des patrouilles de forces spéciales. Le chiffre qui dit tout le nombre d'attaques transfrontalières dirigées vers l'Algérie est passé de 37 incidents recensés en 2022 à seulement 4 en 2025. Une baisse de 89% en 3 ans. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'une stratégie sécuritaire cohérente, rigoureuse et opérationnellement efficace. Deuxième fait, et celui-là, il mérite qu'on s'y arrête. Depuis 2024, l'Algérie est devenue le premier partenaire commercial des 3 États membres de l'Alliance du Sahel. On parle de 2,8 milliards de dollars d'exportations algériennes cumulées vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger en 2025. En 2020,